SNK épisode 19, on va en parler aujourd'hui, c'est exceptionnel, on a enfin l'adaptation animée de ce passage qu'on attendait énormément. Et je ne suis pas déçu, parce que voilà, on découvre l'Axe, ce lieu énigmatique qui représente en fait un nouveau secret, peut-être le grand secret de l'attaque des titans tout simplement. On va en parler aujourd'hui, donc ça va être une critique de cet épisode qui est exceptionnelle, une belle adaptation mais qui n'est pas parfaite, vous verrez, j'ai des choses à redire, et je vais aborder avec vous d'ailleurs certains secrets. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reiji. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reiji, très content de vous retrouver pour une nouvelle review. Et écoutez, n'hésitez pas comme d'habitude, les likes, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est là que j'aborderai l'Axe. D'ailleurs, ça me fait un petit peu penser à cette ambiance bleutée, mystérieuse. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait avec ça, ce lieu qui représente un secret majeur de l'attaque des titans. Donc on va faire dans l'ordre de l'épisode bien évidemment. Déjà j'aimerais faire une petite annonce. Vous avez le lien du Discord dans la description et sur ce serveur là on va faire une radio libre prochainement. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait et je cherche des filles pour nous rejoindre pour un débat en fait qui va opposer des garçons à des filles sur un sujet de société actuelle. Je vous en dis pas plus, allez voir ça sur le Discord et on cherche des filles parce que c'est vrai qu'il y en a moins que des garçons sur le Discord et voilà, faut qu'on trouve des volontaires, des personnes qui aimeraient débattre autour de ce sujet. Alors le rythme de cet épisode, il est bon, il est même très bon parce que c'est quasiment 2 chapitres. Et voilà, il y a tellement de choses qui s'enchaînent. Je vous fais un petit récapitulatif. Le combat au début, on a Falco qui se transforme, Porco qui se fait dévorer, le combat, Eren qui se prend un tir, sa tête qui dégringole, qui s'envole, l'Axe, les souvenirs, voilà. Il y a tellement de choses à dire dans cet épisode que même pour les spectateurs, c'est un petit peu dur, ce flux d'informations, je pense que c'est beaucoup. Dites-le nous, les animés only, comment vous avez vécu la chose, mais en tout cas, c'est bien vu d'avoir enlevé l'opening pour le mettre au tout début, comme ça il n'y a pas de coupure au niveau de l'action et du combat. C'est un épisode très violent, très violent, avec notamment Falco, Porco, qui se fait exploser, voilà, on le voit par Eren, il a carrément une moitié de son visage qui disparaît, et ça c'est gardé, c'est bien vu, ils ont gardé la violence du manga, même si elle est atténuée avec ses ombres, c'est-à-dire qu'on ne voit pas du sang, on voit des ombres. Donc bon, on garde tout de même l'idée générale du manga, et ça, c'est une bonne chose. Parce que la violence, c'est ce qui fait un peu aussi le côté dramatique de cet épisode. Les OST, tiens, eh oui, ce sont des OST nordiques. Et ça, j'y ai pensé il y a quelques jours, en réécoutant l'OST de l'épisode précédent, au piano. Je me disais, tiens, la voix en arrière-plan, elle fait un petit peu nordique. Eh ben, je suis content, j'ai bien tweeté, parce que dans cet épisode, c'est la confirmation, on a une nouvelle OST à la cornemuse. Pourquoi cette inspiration nordique dans SNK? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben, je vous donne la réponse. Le personnage qu'on voit à la fin de l'épisode, Ymir, qu'on découvre, c'est un personnage de la mythologie nordique. C'est une source d'inspiration pour Isayama, d'où les OST qu'on risque de découvrir dans cette ligne-là, dans la partie 2 de cette saison finale. Donc ça, c'est bien vu pour ma part. Un passage qui m'a fait pleurer, celui-ci, dans le manga, lorsque je l'ai lu pour la première fois, et lorsque je l'ai relu quelques mois plus tard, et mon objectif pour cet épisode, c'était de pleurer. Je me disais, si je pleure, c'est une masterclass, comme la partie 1 où Sacha meurt sous le tir de Gabi. Eh ben la réponse, je n'ai pas pleuré. C'est une déception, j'ai eu des frissons, c'est un moment touchant, hein, mais il n'est pas triste comme il le faudrait. Déjà à cause de l'OST, elle est pas mauvaise, hein, l'OST à la cornemuse, mais ça rajoute plus du mystère que de la tristesse. Et autre chose, ils ont raté une case à la réalisation, encore une fois. Et oui, ils ont raté un passage. Je vais vous expliquer ce que c'est. Déjà pour bien comprendre l'aspect tragique de cette scène, et pour en arriver à pleurer, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il se passe. C'est-à-dire que cet adolescent, Falco, voit la mort arriver.
Dans la vie, vous le savez, la mort frappe sans prévenir très souvent, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps de s'y préparer, on n'a même pas le temps de dire au revoir à ses proches. Donc, petite leçon au passage, il faut y penser à ces moments-là, il faut se préparer avant que ce soit trop tard. Mais en tout cas, dans ce moment-là, du manga et de l'anime, Falco, cet adolescent qui est encore tout jeune, est pris de court et il va être arraché de sa bien-aimée qui est là devant lui par ces deux séparations, cette barrière qui est entre la vie et la mort. C'est terrible et il n'a même pas le temps de lui dire au revoir, de lui dire je t'aime, tout ça impossible, il est pris de court, il peut juste tendre le bras vers elle et être figé dans l'action, ce qu'on voit justement dans la réalisation, le temps est ralenti, figé à cet instant. Et le truc, la cerise sur le gâteau qui vient arracher les larmes, c'est le visage de cet adolescent qui pleure et qui a même pas le temps d'ailleurs de pleurer corps et âme. Le pire, c'est son frère qui vient l'enlacer pour le rassurer, le réconforter et lui dire « Ne t'en fais pas, moi aussi je m'en vais avec toi ». Voilà. C'est magnifique au niveau de l'écriture d'Isayama. C'est magnifique. C'est magnifique et ça on le voyait dans une case dans le manga. Et ça m'avait fait pleurer à l'époque. On voyait les deux en train de pleurer, le grand frère qui enlaçait le petit. Et là on ne le voit pas dans l'anime. On le voit pas. On le voit pas parce que c'est une adaptation 16/9. Du coup on voit juste Falco qui tend le bras et on voit pas son frère au-dessus. Et ça, c'était dans le manga le dernier moment où on voyait Falco. Donc c'était la case majeure, sa disparition. Et là, la dernière case, la dernière scène où on voit Falco, il est tout seul et ça va très vite. C'est très court, du coup on n'a pas le temps de s'imprégner de la tristesse de l'instant. Et le passage où on voit Pixis et les autres soldats zeldiens juste après est plus long que celui accordé à Falco. Donc c'est un petit peu étrange et je trouve que on perd la tristesse de ce passage. C'est un bon passage, dramatique, mais il n'est pas ultra triste comme je l'attendais. C'est l'un des passages les plus tristes de l'Attaque des Titans et voilà, au niveau de l'animé, je trouve qu'il manque quelque chose, c'est une direction différente. En tout cas, à voir si c'est mieux ou pas, chacun à sa façon jugera. C'est en tout cas un épisode qui reste dans l'ensemble dramatique, parce que voilà, Falco, ce qui lui arrive, Porco qui disparaît, qui se fait dévorer et qui apprend la vérité autour de son frère. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Eren qui se prend ce tir, mais c'est complètement hallucinant, ce tir avec sa tête qui s'envole. C'est la zone sensible. C'est la zone sensible et du coup, un tir là-dessus, sur la zone spinale, on se dit ça y est, la zone cérébro-spinale, on se dit il est mort. Donc c'est un moment de doute avec le personnage principal qui plus est, donc c'est d'autant plus terrible. C'est un épisode très fort, très intense, mais il manque, encore une fois, un petit bémol, mais je cherche la perfection, attention, c'est un très bon épisode, mais je vais dans le fond des choses. Au niveau de la palette d'expression de visage des personnages, il manque quelque chose en comparaison au manga. Et là, je comprends quelque chose aujourd'hui, en fait, c'est que un animé ne peut pas reproduire un manga, parce qu'un manga, c'est à la plume, et du coup, on va voir des traits plus marqués, des ombres plus marquées, et du coup, des expressions différentes. C'est ce qu'on ne retrouve pas ici, et même, je dirais, au-delà des traits à la plume, qui ne sont pas présents, parce que c'est un animé, c'est normal, c'est différent, il faut faire une nuance entre les couleurs assez subtiles, il manque autre chose, je trouve, dans les visages, c'est-à-dire des visages un petit peu plus complexes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour comprendre, suffit de lire les chapitres 119 et 120 du manga L'Attaque des Titans. Vous verrez, lisez-les, et vous verrez, bien sûr, achetez les mangas d'Isayama, mais regardez ces passages et vous verrez la différence entre l'animé et le manga. C'est beaucoup plus dramatique, les visages sont terribles dans le manga, on est aspiré. Moi, dès que je lisais ça, je restais plusieurs secondes sur chaque case, tellement les visages disaient beaucoup de choses. Eren, Sig dans l'axe, dans cet épisode, Porco, Reiner, la violence, la tristesse dans les visages de Falco et son frère, Cordo,
Vraiment, c'était exceptionnel. Et là, c'est pas mauvais, hein. Regardez par exemple ce visage de Sig, c'est le même que dans le manga, c'est la même idée, mais c'est un ton en dessous à chaque fois. À chaque fois. Et il y a du coup des passages qu'on va interpréter différemment. Je vous l'ai dit dans l'épisode de la semaine dernière, et ça continue. Et c'est un petit peu dommage. Alors je sais pas si c'est par manque de temps, c'est tout à fait probable, ou si c'est le studio, par manque de talent des artistes qui n'arrivent pas à retrouver la patte du maître Isayama. Voilà, ils n'arrivent pas à reproduire l'idée qu'il y a derrière ces visages. Voilà. En tout cas, on va repasser sur le positif, l'animation de Mikasa lorsqu'elle arrive et qu'elle sauve Armin et qu'elle découpe deux soldats. Là, contrairement au manga, on la voit de dos. Dans le manga, on la voyait de face. Eh bien, je trouve que c'était encore plus classe parce qu'elle débarque vers nous de dos. Et c'est magnifique, ça m'a fait hurler ce passage. Il est très court, mais c'était splendide. Elle est badass. Ensuite, que vous dire d'autre? Le sacrifice de Reiner, jeu d'écriture, tiens. Précédemment, il disait à Eren, pourquoi tu abandonnes pas? Pourquoi tu tiens tant à la vie et à continuer ce combat? Dans cet épisode, il est prêt à mourir pour Falco et ne pas aller au bout de ce combat et de cette guerre. Donc on voit, Isayama aime bien faire ça, des nuances entre les personnages au niveau de l'écriture et confronter les philosophies des uns et des autres. On le voit aussi avec ce passage. Sig, qui parle de leur paternel Grisha, qui voit beaucoup de négatifs en lui, et Eren, à la fin de l'épisode, qui suit son père en trahissant Sig. Encore une fois, deux philosophies qui s'affrontent, et ça c'est bien vu, ce qu'ils ont fait d'ailleurs Mappa dans cet épisode. Ils ont rajouté un flashback, comme on voit ici, qui n'est pas présent dans le manga, qui arrive plus tard. Donc, ça rajoute de la profondeur à l'histoire, au message, à la philosophie des personnages, parce qu'il vient se confronter différentes choses, notamment le fait qu'ils abordent Grisha dans leur discussion, et celui-ci est abordé de nouveau à la fin de l'épisode. Donc ça résonne et il y a un jeu d'écriture. D'ailleurs, écoutez bien ceci, ça aussi c'est magnifique. Le lancer de balle de Sig vers Eren. Alors ça, c'est une métaphore exceptionnelle que je n'avais pas remarqué à l'époque. Il jette la balle et Eren la fait tomber. Quelques secondes plus tard, Sig, à l'instar d'un joueur de baseball, rattrape la tête d'Eren in extremis et il le dit plus tard. Il lui dit « Je t'ai touché avant qu'intervienne ton dernier souffle de vie ». Donc, Eren qui tombe quelques mètres plus loin et c'était la fin. Sig le rattrape, contrairement à Eren qui loupe la balle dans ce flashback. Et d'ailleurs, lorsque Sig jette la balle, il dit à Eren « Sauvons le monde ensemble ». Donc encore une fois, c'est du foreshadowing, c'est une métaphore aussi. Ça vient nous dire que Eren, il va pas suivre ce plan de sauver le monde ensemble. Et c'est ce qu'on voit à la fin de l'épisode, il trahit Sig. Voilà, j'espère que vous avez vu ça, c'est magnifique. Isayama, il va intégrer des messages même dans les actions les plus anodines. Parlons maintenant de ce moment qui reste l'un des meilleurs passages de SNK, toutes saisons confondues, on l'attendait ce moment, j'en perds mes mots, et il est exceptionnel, c'est une réussite. Bravo Mappa, vraiment bravo. Alors, on va commencer par la course d'Eren. Le tir de Gabi qui frappe, l'incompréhension pour le spectateur. Le héros va mourir, qu'est-ce qui se passe? La zone cérébrospinale est touchée grièvement, donc c'est complètement fou et intervient cette vague de souvenirs. Donc lorsque Eren se prend le tir, on voit ses yeux grands ouverts, choqués. On retrouve ces yeux-là dans ce passage, on voit quelqu'un qui est absorbé par ses souvenirs. Et ce quelqu'un, c'est Eren. En fait, il s'est rien écoulé. Depuis le moment où il se prend le tir et cet instant-là, vous le voyez, dans l'animation, les personnages sont figés. On a la caméra qui tourne autour d'eux. D'ailleurs, la 3D fonctionne très bien, la CGI, dans ce genre de contexte. Les actions figées, parce que on ne voit pas la CGI bouger, du coup on se dit pas « Ah, c'est bizarre ». Là, les personnages sont figés, et ça fonctionne magnifiquement bien. On voit à un moment Reiner en cuirassé s'étendre le bras vers Eren au bout, qui s'est pris le tir. Et la caméra avance doucement, et on voit Jean, Connie, et il y a une nuance, on voit que c'est de la 3D par rapport à Reiner, et ça continue à avancer. Donc là, ça fonctionne magnifiquement bien, la 3D et la CGI là-dessus. Et le passage où les souvenirs vont s'enchaîner, eh ben ça, c'est la cerise sur le gâteau. Dans le manga papier, c'est une double page,
avec plein de petites cases qui se chevauchent, des cases plus grosses que les autres. Et là, ben écoutez, ils ont fait des transitions entre les différents souvenirs. Et c'est très bien vu. C'est une scène qui a dû demander des semaines et des mois, je pense des mois d'animation juste pour ça. On voit l'oiseau qui vole, la clé à un moment qui va séparer deux souvenirs, qui va servir de transition. Voilà, des souvenirs qui vont s'enchaîner les uns après les autres de manière un petit peu énigmatique. Et là-dessus, Mappa prend des risques et montre de l'inspiration comme à l'époque, comme 8 pouvait le faire, c'est-à-dire rajouter quelque chose par rapport au manga. Voilà. Et ça manquait terriblement à ce studio. Ils l'ont fait aujourd'hui et j'espère qu'ils vont continuer ce genre de choses. Par exemple, les yeux des reines qui voient tous les souvenirs arriver, ça aussi ce n'est pas présent dans le manga. Donc bien vu, encore une fois, continuez comme ça. Prenez des risques et montrez-nous que vous êtes inspiré, que vous voyez au-delà du manga, vous essayez d'apporter quelque chose d'autre, et pas juste la même chose. On va terminer avec l'Axe, ce lieu magnifique, et ça c'est exactement ce que j'attendais. Un désert où le temps est figé, et d'ailleurs même la lumière est figée. Ce truc lumineux, voilà, je vais ralentir un petit peu, c'est l'émotion, tellement je suis pris par l'émotion de cet épisode, mais ce truc lumineux en arrière-plan, même lui, il est figé dans le temps. Et ça, c'est un petit peu, je m'attendais pas à ça. La lumière, c'est-à-dire qu'elle va pas naviguer, elle va pas bouger, elle est figée. Ça fait un petit peu penser à l'espace, voilà. On dirait qu'ils sont dans un lieu entre l'espace et un désert. C'est très poétique pour nous dire que voilà, comme les graines d'un sablier, voilà, ce désert, le temps n'existe pas ici, ou voilà, ils sont coincés quelque part dans un monde parallèle qui est différent, un petit peu comme la salle du temps dans Dragon Ball, voilà, si vous voulez un petit peu comprendre la logique derrière tout ça. Et ce lieu, il est très important parce que c'est le secret des Titans, et c'est un secret du manga, l'attaque des Titans. Ymir, c'est l'ancêtre des Eldiens, c'est ce que nous dit Sig, la grande ancêtre, et c'est elle qui est la cause de ce pouvoir, de se transformer, de se régénérer, tout ça. Ça vient de ce lieu-là. On comprend pas comment, mais on sait que ça intervient et qu'elle est l'esclave de la royauté. Donc ça aussi, on peut s'interroger là-dessus, comprendre pourquoi la royauté a toujours eu la mainmise sur ces sujets dans Paradis. Voilà. Il y a tout un tas de choses qui prennent sens, mais on n'a qu'une bribe d'informations pour le moment. Il faudra attendre pour plus de détails. En tout cas, je vous remercie pour m'avoir écouté aujourd'hui. On va terminer parce que ça va faire 18 minutes. Il n'y a pas de pub dans les vidéos, donc n'hésitez pas à nous soutenir avec le bouton rejoindre ou sur Tipeee. Je ne mets pas de pub pour pas vous embêter avec tout ça. Voilà, comme ça vous regardez les vidéos tranquillement. Je trouve que c'est toujours plus agréable. Et écoutez, voilà, ça a été un plaisir de voir l'Axe. Il y a quelque chose de très mystérieux derrière tout ça. J'ai hâte de voir le prochain épisode pour que ça continue. Merci et à très vite pour d'autres contenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.